Bonjour à tous. Donc, merci à vous quatre de participer à cette deuxième table ronde de ce sommet sur l'économie de la Corse. On va évoquer un des piliers, sinon la clé de voûte de l'économie de l'île, à savoir le transport et le tourisme. Les deux sont en interaction. Alors le transport, d'après les chiffres qu'on a eus, c'est en 2024. Et je m'adresse à vous, donc Jean-Félix Aquavive, on va commencer avec vous en tant que président de l'OTC, de l'Office des transports de la Corse. 8,3 millions de passagers, entrées-sorties confondues. 4,3 millions dans l'aérien, 3,8 dans le maritime. 3/4 du trafic se fait en direction de la France continentale, 19% de l'Italie. Caractéristique de l'Italie, c'est que c'est uniquement par voie maritime. Le transport, c'est aussi 1,5 million de tonnes par an de fret. Donc c'est dire le poids de ce secteur. Jean-Félix Aquavive, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les tendances donc, de la saison touristique qui approche à grands pas en termes de flux de passagers? Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation et pour cette possibilité de pouvoir débattre de ce sujet, comme d'autres sujets d'ailleurs. Il y a une autre table ronde évidemment sur l'économie de la Corse. Moi j'ai coutume de dire que la transport pour une île, ça touche à l'intérêt vital, économique et social d'un territoire insulaire. C'est un secteur où il y a des compagnies qui ont un intérêt économique propre, et c'est un secteur stratégique vecteur où tout est emporté par la santé ou par les conditions de ce secteur, c'est-à-dire le pouvoir d'achat des Corses, par les marchandises, l'activité économique, export, import, et l'activité touristique. Donc c'est un secteur stratégique au sens d'une politique publique. Sur les tendances, ce que je peux dire déjà sur le passé, et je pense que la présidente de l'Agence du tourisme pourrait le dire autant que moi, parce qu'il y a une veille touristique importante faite par l'Agence du tourisme, comme il y a une veille transport chiffre qu'on vous a transmis, liée par l'Office des transports évidemment. On est en taux de croissance de fréquentation passagers. Ça, c'est une réalité, même si après il peut y avoir le débat des prix et des retombées pouvoir d'achat localement. Il y a un taux de croissance de fréquentation. Ça a été le cas de 2024 par rapport à 2023. Et je pense que ça sera le cas en 2025 par rapport à 2024, tels que les éléments que nous avons aujourd'hui se dessinent. Donc ça, c'est une réalité lourde. Après, dans la question du transport, vous le savez, vous avez la continuité territoriale. Vous avez Madame Arty que je salue, a évoqué ce sujet ici, qui est organisé par la collectivité de l'Office des transports de la Corse, qui est aussi un pilier au niveau régularité, annualisation des flux. Donc je tiens à donner un chiffre qui démontre que la continuité territoriale, je ne parlerai pas pour le maritime, je parlerai de l'aérien par exemple. La continuité territoriale, c'est quand même 53% des flux aériens. Des flux aériens résidents, mais aussi 1,6 million ou 1,7 million de touristes qui viennent dans les vols de continuité territoriale, sur 4,4 millions aériens. Donc vous voyez bien que c'est aussi la continuité, un socle de base à côté du marché libre, qui est très important et qui fait l'objet aujourd'hui de toute notre attention, à la fois au niveau de l'évolution des contrats, on pourra y revenir, mais aussi au niveau de la perspective et les risques, notamment sur la dotation de continuité territoriale, les risques liés à des taxes externes dans l'aérien appliquées à la Corse, territoire insulaire, notamment la TSBA, la surtaxe sur le billet d'avion, et les risques liés même si on est tous pour le verdissement et pour évidemment la transition écologique, il y a une application verticale des directives sur les quotas payants d'émissions de gaz à effet de serre qui font que qui va payer ces répercussions, ce sont les insulaires, par la répercussion des prix. Alors, donc ce sont ces éléments-là que je voulais vous dire en introduction à ce stade. Vous avez anticipé sur la plupart des thèmes que nous allons aborder, mais dans le droit fil donc, de ces chiffres de fréquentation, vous, Angèle Bastiagne, en tant que président de l'Agence du tourisme, comment vous la voyez cette saison par rapport à l'année précédente? Bonjour à toutes et à tous. Donc ce n'est pas tellement comment moi je vois la saison, Angèle Bastiagne est présidente de l'ATC, la saison à venir, mais comment à l'Agence du tourisme de la Corse on fait déjà le constat des saisons passées et puis la prévision des saisons à venir. Donc il y a un pôle observatoire, ça fait partie des missions de l'Agence du tourisme de la Corse, d'observer le phénomène touristique. Donc un pôle observatoire qui, à l'aide d'outils comme Orange Flux et d'autres outils, nous permet d'avoir une vision précise de la fréquentation touristique.
Et la fréquentation touristique, elle est actuellement, les résultats sont là, puisqu'ils viennent conforter la politique donc pensée à la collectivité de Corse. Et l'agence de tourisme de la Corse serait le bras opérateur, je dirais, de la collectivité de Corse dans ce domaine. Donc, qui était celle d'une maîtrise d'un tourisme, un tourisme qui serait annualisé, un tourisme qui serait réparti sur le territoire, et un tourisme qui serait donc maîtrisé et équilibré. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits, puisque nous voyons qu'on arrive sur une stabilité des 2 mois de saison, juillet-août, d'été, et puis un renforcement des ailes de saison, puisqu'on a aujourd'hui une augmentation très marquée de la fréquentation touristique depuis le début avril, et une bonne, je dirais, saison d'automne annoncée. Ça, l'annualisation, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, depuis des années. Donc, vous voulez dire que là, maintenant, l'accent est mis sur l'avant et l'après-saison, quoi. C'est-à-dire que l'accent de promotion et l'accent est mis sur l'annualisation et non pas que sur l'avant et après-saison, puisqu'on ne parlera plus de saison, mais de tourisme annualisé, mais sans connectivité. Évidemment, il n'est pas possible de porter une politique. La connectivité de la Corse, évidemment, c'est le point stratégique, c'est la condition sine qua non qui fait que nous pourrons mener cette politique qui nous permettra un modèle touristique équilibré et maîtrisé. Merci. Jean-Charles Torlet, Corsica Ferries a transporté 2,4 millions de passagers en 2024, depuis et hors de Corse. Je ne parle que des lignes qui desservent la Corse, puisque vous avez vous desservez d'autres destinations. C'est un nombre qui est en progression, alors que vous avez réduit le nombre de rotations. Vous représentez 64% des parts de marché donc dans le maritime. Quelle stratégie avez-vous mis en place et qu'est-ce que vous prévoyez pour 2025 ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Corsica Ferries, c'est 5 ports sur le continent qui desservent la Corse, donc à savoir 7, Toulon, Nice, Savone et Livourne pour le continent italien, vers 4 ports de l'île, Bastia, Porto Vecchio, Ajaccio et Le Rousse. Et je pense que notre force, c'est la qualité de notre offre et savoir s'adapter au marché et à la demande. On parle beaucoup de flux d'entrée, mais aussi beaucoup de flux de sortie. Corsica Ferries propose des produits aussi pour les Corses, à travers le tarif résident de l'Office des Transports, mais aussi des produits corses, à savoir des escapades ou des partenariats sur les différents événements qu'on peut retrouver sur l'île. Avec pour exemple le Papa Ajaccio, où les différents armateurs ont porté leur pierre à l'édifice, mais aussi dernièrement le championnat du monde de trial en Balagne, où on était partenaire pour pouvoir faire venir les participants sur place. Concernant les différents produits pour les Corses, on a d'excellentes retombées. On fait ce qu'on appelle nous des mini croisières, escapades. On ne peut surtout pas se prendre pour des croisiéristes. On amène nos clients de Bastia pour Civitavecchia ou pour les Cinque Terre. Et on a de très très bonnes retombées pour le moment. Pierre Moraccioli, Air Corsica est le premier transporteur aérien de Corse, donc avec 51% du trafic aérien, c'est-à-dire près de 2 300 000 passagers, dont 930 000 résidents, 16 lignes annuelles, 19 saisonnières, vers le continent français ou des destinations européennes. Comment Air Corsica se prépare pour cet été ? Décidément, les micros. Pas facile pour les annonces à bord. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Plusieurs points d'abord. Simplement rappeler qu'il existe une PQR et il existe aussi dans le paysage aérien français des compagnies régionales françaises. Très factuellement,
il y avait plus de 40 compagnies régionales françaises aériennes en 2000. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui, en 2025. 4 que sont Chalair, que peu de gens connaissent, Twinjet, que personne ne connaît, Hop, qui est la filiale d'Air France, qui comptait 135 avions et qui n'en a plus que 35, et Air Corsica. Tout ceci pour vous dire que Air Corsica, si elle existe encore aujourd'hui, c'est très certainement parce qu'elle a eu un fort soutien de la région, sans lequel notre avenir aurait été largement compromis. Alors la mission d'Air Corsica, c'est évidemment du service public, qui actuellement représente entre 85 et 90% de son activité, mais c'est aussi une activité de hors service public. Et comme l'a précisé le président Acquavive, il y a des incertitudes sur le maintien d'une dotation de continuité territoriale qui pèse sur le financement tel que nous connaissons, sur l'indexation d'une DCT qui n'a pas été indexée depuis 2009. Il me semble qu'en depuis 2009, les coûts ont quelque peu varié. Et donc, prenons ces éléments en compte, il y a une chose qui est essentielle, c'est que, en tant que dirigeant d'une compagnie aérienne, l'essentiel est de ne pas se laisser surprendre. Et que par ailleurs, nous avons un horizon qui est rythmé tous les 4 ans par la délégation de service public sur Paris-Orly, au départ des 4 aéroports corses, et sur le bord à bord. Compte tenu de ces événements et de ces éléments, on a entamé chez Air Corsica une transformation profonde, plus qu'une adaptation, une modification du modèle lui-même. Pourquoi ? Tout simplement pour être moins dépendant au service public, bien évidemment. Et puis pour jouer la deuxième carte, que constitue l'attractivité du territoire corse, et que nous devons pousser. Alors, pour ce faire, plusieurs choses à prendre en compte. Le premier, un socle social, qui est jamais plus simple. Et ce socle social a été marqué par de nouveaux accords collectifs avec nos salariés, qu'ils soient navigants ou personnels au sol, avec des efforts significatifs, ce qui veut dire que nous avons, et j'ai derrière moi des salariés qui ont compris les enjeux, et sans mauvais jeu de mots, qui vont jouer le coup, et ça c'est un atout extraordinaire. C'est aussi un plan de réduction des effectifs de 60 personnes sur 720, 740 en gros, mais qui se limite au personnel au sol. Ça veut dire que ça concerne 360 effectifs sur 320. On parle de 18 à 20% de réduction d'effectifs, ce qui n'est pas rien. Sans pour autant sacrifier la qualité de service, qui, comme vous le savez tous, a été un des éléments déterminants de l'attribution de notre délégation de service public. Et je dirais même mieux, en l'améliorant. Donc, on fait, avec Air Corsica, on prend un virage sur l'aile. Ce virage sur l'aile, le socle social en est un exemple, mais à côté de ce socle social, qui est essentiel, nous n'avons pas moins de 29 chantiers qui sont là pour générer 30 millions d'euros d'amélioration du compte de résultat de l'entreprise. Alors, je ne vais pas les détailler, évidemment, mais sachez que l'entreprise est en effervescence, que c'est un sacré coup de fouet que nous mettons, que nous sommes accompagnés par nos salariés sans lesquels rien ne serait possible, qu'ils agissent en responsabilité, et que ça nous permet d'envisager l'avenir de la façon la plus sereine. La peur n'évite pas le danger. Il faut la prendre en compte, il faut la gérer, il faut savoir aussi démontrer à qui veut bien entendre, et en particulier au pouvoir public, qu'Air Corsica est capable d'infléchir la tendance naturelle qu'elle aurait eue sans rien faire. Voilà, ça c'est l'essentiel. L'accélération de l'attractivité touristique, le développement
d'activités qui sont hors service public. Elle est essentielle, elle est vitale. Elle est vitale et nous le démontrons. C'est par exemple l'ouverture du Toulouse-Bastia. C'est l'annualisation du Rhum. C'est les ouvertures Milan. Vous parliez, cher Fabrice, de l'Italie. Nous sommes en plein dedans. Et je rajouterais même, le 27 juin, l'ouverture de Nice-Florence. Alors Nice-Florence, c'est un peu réducteur. C'est pas vrai. C'est Corse-Florence, via Nice, que nous ouvrons. Pourquoi ? Parce qu'un des éléments essentiels de l'attractivité d'un territoire, c'est de réaliser sa connectivité. Sa connectivité, ça veut dire qu'on travaille sur autre chose que du point à point. Et là, on va s'appuyer sur le hub de Nice, parce que figurez-vous, nous n'avons pas de masse critique sur les 4 aéroports dont dispose la Corse pour ce faire. Donc on va se projeter sur un hub qui est à 35 minutes de vol d'ici, pour justement générer des flux. Et figurez-vous que parmi les premiers passagers que nous avons en provenance de Toscane, nous avons des Américains qui viennent évidemment des États-Unis. Voilà. J'ai passé une petite carrière chez Air France. Je me souviens d'un de mes directeurs généraux qui disait « Aujourd'hui, je fais un demi-passager entre Pau et Tokyo. Voilà, par jour. » C'est la capillarité qui fait du succès. Donc nous travaillons dans ce sens-là. Voilà, je ne vais pas plus longtemps garder la parole parce qu'on a bien d'autres choses à dire aussi importantes. Mais justement, sans que vous soyez trop long, justement pour permettre aux autres intervenants de continuer à développer leurs propos, mais ce modèle dont vous parlez, qui subit des mutations, vous avez parlé du plan de transformation, de cette nouvelle offre commerciale, y compris vers l'Italie, donc un marché qui n'était pas desservi par l'aérien. Est-ce que ça aussi, c'est une manière de vous préparer à nouveau, puisque l'an dernier, il y a la compagnie low cost catalane Volotea qui s'était positionnée sur la DSP, donc elle ne l'a pas remporté, mais est-ce que vous vous préparez à de nouvelles attaques, entre guillemets, de compagnies de low cost, que ce soit Volotea ou d'autres? Pourquoi ne les ferait-elle pas? Oui, bien sûr qu'elles le feront. Et les compagnies low cost, dans l'hémisphère nord, ont un besoin essentiel, c'est d'assurer une activité d'hiver pour couvrir leurs frais fixes. Bon, avoir une délégation de service public avec une subvention qui va avec est évidemment un moyen pour eux, pour elles, de réduire, de lisser leurs coûts tout au long de l'année. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on ne soit pas face à Volotea ou un autre. Donc c'est évident que cet élément, nous le prenons en compte dans le plan de transformation. Mais ce plan de transformation, il a 2 buts en fait. Et merci de m'avoir reposé la question parce que ça me permet de préciser. 2 buts. Le premier, c'est d'être plus compétitif en matière de consommation de deniers publics sur la dotation de continuité territoriale, qui est en risque. Le deuxième, c'est qu'en améliorant notre compétitivité, on devient plus concurrentiel sur hors service public, bien évidemment. Et ça, on peut, pour le coup, être attractif à condition de faire des tarifs qui le sont. Hein, parce que ça ne sert à rien d'ouvrir des lignes, sachant qu'à chaque fois, quand même, qu'on ouvre les lignes, c'est des prises de risque. J'aimerais rappeler quand même un ordre de grandeur. Mais nous avons 2 types d'avions chez Air Corsica. Nous avons de l'ATR, nous avons de l'Airbus. Ouvrir une ligne en ATR, c'est prendre des risques à quelques centaines de milliers d'euros. Ouvrir des lignes en Airbus, là, cette fois-ci, on change d'échelle, on est à plusieurs millions d'euros. Donc, notre rôle, c'est évidemment de chercher de la clientèle. Et bien sûr, nous avons axé déjà des efforts sur l'Italie, mais l'année prochaine, je vous l'ai dit, il y a des développements qui se feront sur Munich et sur Vienne. Voilà pour ce qui est déjà prévu. Les annonces suivront officielles. Mais donc nous avons une accélération, et c'est parce que nous faisons des efforts d'amélioration de notre productivité qu'on est capable d'imaginer présenter une offre tarifaire qui remplira nos avions et qui fera le bonheur de nos sociopros et de la Corse en général. Il n'y a pas de 36 solutions. Si on veut être compétitif, il faut qu'on travaille les coûts. Après, on se retrouve dans des situations très compliquées à gérer. Cette nuit, vous le savez, Israël a bombardé l'Iran. La conséquence, au-delà du drame, cela représente,
c'est une hausse du pétrole de 10% en une fois. 10% sur une entreprise comme la mienne qui consomme 40 000 tonnes de kérosène, ça a un impact de 3 millions d'euros immédiatement sur le PNL, sur le compte de résultat de l'entreprise. Donc nous sommes aussi, non seulement nous devons faire des efforts de productivité chez nous, mais ces efforts de productivité doivent nous prémunir au maximum contre les éléments exogènes, vous les avez évoqués plus tôt, la facture CO2 qui vient, et puis d'autres éléments qui viennent freiner malheureusement notre développement, c'est l'assujettissement à des taxes, notamment la taxe sur les billets d'avion, qui, de mon point de vue, est inacceptable. Mais nous partageons, et tous les transporteurs aériens le partagent aussi. Jean-Félix Aquavive, la Corse, donc, vous l'avez rappelé, bénéficie d'un système de dotation de continuité territoriale qui permet de mettre en place un service public dans les transports. Mais c'est également un marché très concurrentiel avec des opérateurs privés, dont des low cost. Mais vous avez souligné que la présence de compagnies low cost n'a pas forcément eu un impact sur la baisse des prix des billets. Donc pourquoi, pour vous, c'est pas un modèle qui correspond à nos besoins en matière de transport, enfin en tout cas pour les consommateurs, quoi. Alors pour être plus clair, notre analyse, dont j'entends qu'on peut ne pas la partager, mais en tout cas c'est notre analyse, issue des chiffres, et un constat un peu historique des choses, c'est que vous avez donc, on va parler de l'aérien essentiellement dans un premier temps, même si on va parler après du maritime, en quoi la continuité territoriale est très importante. Vous avez la continuité territoriale qui représente 53% des flux, je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc c'est un socle pour les 800-900 000 résidents, et pour le 1,4 million, 1,5 million qui passe par les vols de continuité. Donc c'est un socle à la fois résident et économique. Et après, vous avez l'offre libre, donc par les compagnies dites low cost ou autres. Nous, notre constat, c'est que cette offre, historiquement, elle se tasse. Elle n'augmente pas sur le marché libre, à côté de la continuité. Elle se tasse, et une des raisons pour lesquelles elle se tasse, c'est que nous ne sommes pas un bassin émetteur. Nous sommes 350 000 habitants. Et en général, le positionnement d'une compagnie dite low cost, lorsqu'elle arrive sur une ligne, je ne vais pas les citer, mais vous avez cité un opérateur tout à l'heure qui est en train de se positionner sur les capitales régionales françaises, on va dire. Comme il arrive le premier avec une politique agressive au départ, et qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, puisque nous ne sommes pas un bassin de vie émetteur, il devient vite monopoleur. Et quand il devient monopoleur, au bout de très peu de temps, il fixe le prix. Et il ne fixe pas le prix en fonction de l'intérêt de la Corse. Il n'est pas un philanthrope. Il fixe le prix en fonction de sa propre trajectoire privée. Et c'est là où il faut prendre en compte ce que nous sommes en tant qu'île montagne faiblement peuplée. Il n'y a pas, je vais mettre un pavé dans la mare, le mythe de la concurrence pure et parfaite concernant l'aérien en Corse, et je serais tenté de dire, vous m'excuserez, même le maritime, sur le marché libre, n'existe pas. N'existe pas. Nous sommes vite, très rapidement, en situation d'opérateurs qui ont pris le dessus sur d'autres, qui sont monopoleurs, qui fixent le prix. Et ça, c'est une réalité politique, parce qu'il y a les logiques des compagnies, puis il y a la logique de la politique des transports. La politique des transports de la Corse et la politique de la collectivité, c'est d'être maîtriser des transports pour l'ensemble des opérateurs et du territoire. Parce que la fin d'une politique de transport, ça caresse quand même les insulaires. Et donc, la logique des prix, si elle n'est pas fixée par un marché privé qui n'est pas concurrentiel ou suffisamment concurrentiel, mais il faut se donner les moyens qu'il le soit. D'où la politique d'achat de flux développée par l'agence de tourisme en concordance avec nous pour essayer justement de mettre de la concurrence là où il n'y en a pas ou peu. Donc oui, la monopolisation des flux est un danger pour l'île. Elle est un danger y compris sur le marché privé, qu'il soit aérien ou maritime. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe avec des low cost qui deviennent des fair cost, qui augmentent leur prix. Et ça se passe d'autant plus, pour rebondir sur ce qu'a dit M. Romain-Rachol, que vous avez aussi des décisions externes, donc les normes européennes et les taxes, qui aggravent le phénomène en répercussion. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe de manière macro, pour nous, dans notre analyse. Et donc la politique de transport, elle vise à essayer d'organiser différents leviers. La continuité territoriale vers la France continentale, qu'elle soit aérienne et maritime, est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle permet régularité, annualité, ce que ne permet pas une offre privée. Régularité, annualité,
capacité passagers résidents, capacité fret marchandises tous les jours, horaire, tarif résident, tarif export. Je voudrais quand même rappeler quand même dans le maritime, la collectivité territoriale a baissé le tarif export pour les entreprises viticulture clémentine dans les contrats depuis 2017 de 46 € hors taxe le mètre linéaire à 20 € hors taxe aujourd'hui. Ce qui a provoqué depuis 2017, nous avons les chiffres, du moins ça a contribué à une explosion à l'export, avec d'autres dispositifs portés par la DEC, de ces entreprises-là. Par exemple, les clémentiniers ont augmenté leur tonnage d'export cette année de 26% par la voie maritime par rapport à l'an dernier. En moyenne, sur 8 ans, c'est 15% d'augmentation des taux de croissance à 2 chiffres. Pareil pour la viticulture, IGP, AOP, plus 12%. Pareil pour les fromages, plus 29%. Ça, c'est la continuité territoriale. Donc, et après, le deuxième élément, ça serait d'assurer effectivement une régulation du marché privé par, y compris, une boîte à outils, dont l'achat de flux, dans lequel les opérateurs ont vocation à répondre. Parce que ça sera une mise en concurrence, mais avec des conditions de tarifs et de capacitaires, c'est pour bouger les lignes. Et puis, bien sûr, après, la compagnie régionale a vocation à avoir sa propre stratégie, comme le vient d'indiquer M. Moracho, sur l'aérien. Le dernier point pour nous, c'est qu'on croit beaucoup en face, puisqu'on a quand même une citadelle qui est tournée vers la Toscane, Liguri, donc il y a déjà des opérateurs qui le font, et c'est tant mieux. Mais nous croyons en fait de muscler cette logique-là. Et nous pensons que pour muscler cette logique-là, au-delà des initiatives des opérateurs qui prendront leur part sur des lignes, nous avons vocation à créer une continuité territoriale méditerranéenne. C'est l'objet de discussions que nous avons avec la Sardaigne, avec la Toscane. Je trouve que je verrai mon assesseur transport dans pas longtemps, dans la suite des accords qui ont été signés avec le président Simeone, parce que, à côté de l'offre privée, sur des lignes où il n'y a pas d'offre privée, et sur le fait qu'on peut de point à point avoir des ruptures de temps et de tarifs, au nom de l'intérêt de la Corse, économique, social, bien sûr après étude, il y a un intérêt stratégique à faire naître cette idée qui est partagée dans le cadre du traité France-Italie-Quirinal. Voilà, ça, ce sont les éléments pour réguler un système qui ne va pas de soi. Je serais tenté de dire que ceux qui disaient, il y en a qui le disent, je finis là-dessus, que la continuité territoriale empêchait par une mise en concurrence une baisse des tarifs, sont aujourd'hui démentis par les chiffres et par l'histoire de ce qui se passe sur le secteur aérien maritime. On peut le démontrer sur 20 ans. Donc passons à autre chose, regardons devant, organisons ce qui doit être organisé. Il faut qu'il y ait un marché libre, bien sûr, mais s'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de concurrence. Ce n'est pas vrai. Dans le système corse, ce n'est pas vrai. Voilà. On entend ici et là des critiques justement sur le prix des billets, que ce soit dans le maritime, mais aussi dans l'aérien, sur leur montant qui a augmenté, des usagers voilà, qui expriment leur mécontentement. Jean-Charles Turlet, et vous après Pierre Moracho, qu'est-ce que vous répondez à ça? Puisque, donc, on peut dire que ces critiques elles concernent aussi bien le privé que le public. Qu'est-ce que vous répondez à ces remarques? Madame Marty, préalablement, a fait une présentation très intéressante des différentes taxes environnementales qui arrivent dans le secteur du maritime et donc qui émettent des charges supplémentaires pour les différentes compagnies. Ce qui vient en partie augmenter un petit peu le prix des billets. Pour donner quelques chiffres en comparaison, chez Corsica Ferries, par rapport à l'année dernière, les prix sont plutôt stables, de l'ordre de 0,13 à 0,15%. Et pour prendre quelques exemples, dans notre palette d'offres de voyages dits de jour ou de nuit, alors ce qu'on a de différent avec l'aérien, c'est qu'on parle en termes de package, non pas en termes de siège. Un exemple, au mois d'août, 2 personnes plus une voiture sur un voyage de jour qui voudraient traverser du continent pour l'île, on trouve des voyages qui oscillent de 95 à 250 € sur ce package-là. Et rajouter le prix d'une cabine pour la nuit, car nos clients souhaitent voyager avec des cabines. Donc aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, on ne constate pas une très forte augmentation des coûts, des prix, liée à l'augmentation des coûts. Par rapport à 2018, où c'est l'année référence zéro en termes de transition environnementale, on constate une augmentation de l'ordre de 7 à 8%, qui est quand même inférieure à l'inflation. Alors, je ne sais pas si je dois vous remercier pour cette question, mais au moins elle va me permettre de clarifier un petit peu notre position. Alors, d'abord, il faut lever une forme d'ambiguïté. Il faudrait quand même que les gens qui sont en responsabilité arrêtent de faire une trop grosse vulgarisation.
Si nous avions, dans mes avions, entre Paris et Figari, des tarifs à 700 € la place, je peux vous dire que je le saurais. Quand on regarde les choses, il y a deux éléments. Le premier, c'est le coefficient de remplissage. Plus on met des sièges, plus ils sont remplis. Ça veut dire que, bon, au moins, les tarifs ne rebutent pas la clientèle. Première chose. La deuxième, quand on regarde les choses, on ne va pas regarder le plus bas tarif et le plus haut tarif. On regarde une recette moyenne par siège. Ça veut dire quelque chose. Et quand on regarde ensuite l'éventuelle disparité qu'il peut y avoir entre les tarifs entre l'extrême sud, Bastia, Ajaccio, par exemple, on regarde et on voit quels sont les écarts. Alors, très simplement, le tarif moyen sur un Paris-Figari, c'est 285 € aller-retour TTC. 106 € de taxe. Une taxe qui a pris au passage 23% d'augmentation, comme ça. Imaginez-vous si dans l'alimentaire, nous avions des augmentations de 23%. Je pense qu'on en parlera un peu plus que ce qu'a été le cas. Écart de prix entre Bastia ou Ajaccio, c'est à peu près la même chose, et Figari. 35 € d'écart en recette moyenne. Est-ce que c'est vraiment un sujet? Et quelque part, je vous rappelle que nous sommes, bien évidemment, sur un système de yield management. Pourquoi? C'est comme le maritime. Figurez-vous que les sièges que je ne peux pas vendre, je ne vais pas les mettre de côté pour les vendre le lendemain. Voilà, nous sommes une entreprise sans stock. Donc il est naturel que nous soyons dans un système où une cabine d'avion est divisée en classes tarifaires. Et c'est la même chose pour Bastia, et c'est la même chose sur Calvi, et c'est la même chose sur Figari et Ajaccio. Donc vous avez une cabine qui est divisée en plusieurs blocs. Bon, les 10 premiers billets, c'est à temps. Puis une fois que ce quota est rempli, les 10 billets suivants, c'est à temps. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que nous atteignons, dans 0,6% des cas, un tarif voisin de 700 €. 0,6% des cas. Voilà. Donc je voulais rétablir cette vérité. C'est comme, pardonnez-moi la comparaison, c'est comme si on vous disait, puisque vous gagnez plus de 180 000 € par an, ce que je vous souhaite à tous, vous êtes taxé à 45% sur l'intégralité de vos revenus. C'est faux. C'est faux. Voilà, vous êtes taxé à 45% sur ce qui excède 180 000 €. Ça, c'est vrai. Voilà, donc je tenais absolument à apporter cette précision. Angèle Bastiagne, 3/4 des flux se font avec le continent français, 19% vers l'Italie et 8% vers d'autres destinations étrangères, donc uniquement dans ce cas-là par l'aérien. Quels sont les nouveaux marchés que vous essayez de capter? Enfin, est-ce que vous essayez d'en consolider certains, de les développer ou d'en chercher d'autres? Quand on voit, je dirais, la fréquentation qu'il peut y avoir dans d'autres îles comme les Baléares et la Sicile, sans dire que ce soit un modèle sur lequel il faut tendre, mais vous, quelles sont les prospections que vous faites? Le rôle de l'ATC est aussi celui de la promotion de la Corse et nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec Atout France pour aller séduire et je dirais concrétiser des marchés étrangers. Donc ça fait partie de la politique d'annualisation que nous mettons en place. Donc une promotion vers ces pays étrangers, puisque nous avions jusqu'à il n'y a pas si longtemps 80% du tourisme qui était un tourisme domestique, puisqu'il était en provenance du continent français. Et nous avons déjà, on peut le noter aujourd'hui, commencé à inverser la tendance. Évidemment, une annualisation ne se fait pas en une saison, mais là, on commence à avoir des chiffres très marqués sur ce tourisme étranger. Et c'est pour ça qu'il est important
Une fois que nous avons identifié les marchés émetteurs, et nous avons les outils comme Mabriand aussi pour ça, qui viennent nous aider à aller capter des marchés émetteurs avec un pouvoir d'achat ajouté et plus fort que les tourismes que nous avions peut-être jusqu'il n'y a pas si longtemps. Il était important de penser une stratégie de transport pour les faire venir, puisqu'actuellement nous étions soumis, et je reprendrai de façon très simple les propos tenus jusqu'à présent, et notamment par Jean-Félix Aquavive, à la volonté de certaines compagnies low cost de venir ou pas desservir la Corse, et à des tarifs qu'elles décidaient plus ou moins élevés. Donc je caricaturise, pardon, voilà, je fais une caricature, allez, voilà, un peu comme ça. C'est très simpliste comme raisonnement, mais en fait, ça se passe un peu comme ça. C'est actuellement faire venir les gens de l'étranger. Oui, capter ces marchés étrangers, la Corse, elle séduit partout. Elle ne séduit pas qu'en Italie, puisqu'on a une forte demande en Suisse, une forte demande de l'Allemagne, une forte demande de la Belgique. On est en train de séduire maintenant l'Autriche. On a un fort partenariat avec l'Autriche. Donc, mais après, il faut pouvoir les faire venir. Et actuellement, on ne peut pas les faire venir. D'où ce dispositif qui vient en complément déjà de l'existant et mené avec l'Office des transports, d'achat de flux. Un dispositif qui, en gros, pour faire simple encore, serait de dire nous devons faire venir des gens toute l'année, de tous les pays. Donc là, on en a 6, donc on a 6 en provenance dans l'achat de flux, et de tous les pays, au moment où l'on veut, en Corse, et à l'endroit où l'on veut, sur les 4 opérateurs, donc à l'aéroport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on serait vraiment dans la politique qu'on veut mener de déconcentration touristique, qu'elle soit temporelle, qu'elle soit de provenance, qu'elle soit de répartition sur le territoire. Sans l'achat de flux, qui vient en complément de l'existant. Sans cette connectivité, on ne pourra pas aller vers le modèle touristique que l'on désire en Corse, ce modèle équilibré, maîtrisé, et on ne pourra pas non plus, je dirais, modérer la tarification. Ça veut dire que pour ça, vous avez besoin de la présence d'opérateurs, enfin pour capter certains marchés étrangers, d'opérateurs privés, donc des low cost le plus souvent, quoi. Non, on ne serait pas dans le cadre des low cost. Bien sûr que ce sera... voilà, et ce sera, c'est un appel d'offres pour une signature de convention avec les compagnies aériennes qui auront répondu à l'appel d'offres et à qui l'appel d'offres aura été attribué. Vous présidez l'ATC et vous l'Office des transports, donc ce sont deux organismes, deux émanations de la collectivité de Corse qui ont des compétences différentes mais qui se rejoignent. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Enfin, quelle est la synergie justement que vous opérez entre vos services pour remplir vos différents objectifs? Jules Bastien, Jean-Félix Aquavive. Donc, nous travaillons évidemment en transversalité avec l'Office des transports, mais aussi avec toutes les agences et offices de la collectivité de Corse. Et puis nous travaillons aussi, et puis après je laisserai parler Jean-Félix sur ce que on met vraiment en place. Nous venons qu'en complément de la politique de transport menée par l'ETC, mais on travaille aussi en transversalité importante avec les transporteurs et les opérateurs publics de façon très sereine et surtout très impliquée, puisque nous venons soutenir souvent les nouvelles ouvertures de lignes, les nouvelles trajectoires, soit par de la promotion, soit par la mise en place de nouveaux marchés émetteurs, des connexions que l'on peut faire avec ces marchés. Oui, le maître mot, c'est indiqué par la présidente, c'est la transversalité. La transversalité, c'est pas l'auberge espagnole, hein, chacun ses missions. Mais par exemple, le transport, je reviens au sujet initial, enfin, un propos qui était le mien initialement. Si on considère que nous ne sommes pas la Creuse, je ferai une petite
clin d'œil à la ministre du Tourisme qui était venue il y a quelques temps, qui disait qu'il trouvait la même situation en Creuse ou au Médoc. Il ne voudra pas le faire sur cette critique sympathique. Nous sommes une île. Donc, si on part du postulat, et on peut vous le démontrer aussi par des chiffres, que le transport n'est pas un secteur comme un autre pour une île, il faut qu'on travaille en transversalité et en connectivité. Donc, ça veut dire que vous avez à la fois l'agence du tourisme, vous avez l'office des transports, qui est bien sûr, lui, garant de la continuité territoriale, mais qui travaille avec l'agence du tourisme sur le dispositif d'achat de flux. Et vous avez aussi une direction de la collectivité de Corse, à l'infrastructure de transport, parce que j'ai la chance d'être conseiller de transport au-delà du transport externe, qui, outre le fait de traiter le rail et la route, a un service connectivité, parce qu'il y a la notion de connectivité, notamment logistique, sur le maritime, il y a aussi un volet terrestre à organiser. Hein. C'est la réflexion transport routier, transport ferroviaire pour améliorer les coûts. À partir du moment où on a baissé les coûts maritimes, par exemple par la continuité, c'est un reproche qui nous avait été fait, les contrats ont baissé les coûts. Je prends un exemple comme ça sur le maritime. On est passé de 46 € à 40 € les biens de consommation courante, hors taxe, hein, dans les contrats. On est passé de 46 à 20 à l'export, mais pourtant, on ne trouve pas dans le panier ménagère le résultat de la baisse. Parce que le résultat économique vient après, vient en amont, sur la logistique à Marseille, certainement il y a des choses à améliorer en termes logistiques, et vient ensuite en connexion logistique, routier et ferroviaire à améliorer en Corse, pour que la baisse des coûts soit lissée sur l'ensemble des éléments de la chaîne. Donc la notion de collectivité est très importante, et elle est importante pour l'externe, et pour la boîte à outils externe, l'achat de flux. Petite parenthèse, parce qu'on parle d'achat de flux tout à l'heure, pour parler, je me permets, Madame la Présidente, l'achat de flux, c'est une mise en concurrence sur des contrats, sur des lignes, par exemple, européennes, où en fait, on achète du passager, et c'est le mieux disant qui remporte. C'est-à-dire aux conditions de vol, je simplifie, hein, de capacité et de prix à l'année, les compagnies répondent en disant, voilà, on vous vend tant de passagers à tant d'euros. Et on prend le meilleur. Donc c'est une mise en concurrence, mais effectivement, c'est une contribution publique pour amorcer la pompe de la collectivité. C'est ça l'achat de flux. C'est contourner l'obstacle de la monopolisation par une mise en concurrence organisée. Voilà, je fais une petite photo parce que ça peut ne pas paraître évident. C'est pas la panacée non plus, hein. Ce n'est qu'un élément de la boîte à outils. Mais pour vous dire que la transversalité, pour reprendre le propos, elle s'organise de cette façon-là, sur la notion de collectivité, qui doit avoir un fil rouge, la baisse des coûts pour la société corse, hein, évidemment, la régularité, l'annualisation, la question import, la question export, tout ça fait l'objet d'une logique d'intégration qui est complexe. Il faut faire intervenir de nouveaux outils, hein, mais qui est au cœur de nos réflexions, outre le court terme, même sur les infrastructures de moyen et de long terme. Je pense au port-aéroport et au ferroviaire, par exemple. Il y a des éléments importants qui pourront venir, qui pourront donner une contribution importante à l'offre touristique, comme à la baisse des coûts des marchandises. Vous avez tous les deux insisté sur l'annualisation et l'achat de flux. On sait la très forte saisonnalité qui caractérise je dirais, le marché touristique en Corse, mais quand on voit qu'à l'aéroport de Figari, 80% des flux sont concentrés sur le mois d'août, est-ce qu'il faut revoir les infrastructures, enfin certaines en tout cas, est-ce qu'il faut les redimensionner? Moi, je pense qu'en matière d'infrastructure, aujourd'hui, on a une chance à la collectivité quand on compare. On va comparer les Baléares, par exemple. Les Baléares, je me rappelle toujours du rendez-vous que nous avions eu à l'époque, en 2017, avec le président Simeoni là-bas. Ils enviaient le fait que la collectivité de Corse soit propriétaire des ports et des aéroports. Parce qu'ils ne sont pas propriétaires des ports. Ils sont autonomes, mais pas propriétaires des ports et aéroports. Et c'était des propriétés d'État espagnoles, vendues à des opérateurs privés ensuite. Et donc le fait de ne pas maîtriser ces infrastructures était très préjudiciable pour le secteur économique local des Baléares. Effectivement, c'est une chance de maîtriser les infrastructures. C'est une chance si on l'utilise en investissement, en gestion, y compris extra-commercial, y compris en fiscal, sur les concessions, et en connexion avec les opérateurs privés ou les opérateurs de la continuité territoriale. Des aspects Et là se joue une question qui est importante de dimensionnement, vous l'avez dit, mais l'optique, c'est l'annualisation. C'est-à-dire que la course à l'infrastructure, ça ne peut pas être, pour aller dans votre sens, un aéroport qui fait 90% de sa croissance sur le mois d'août. On va donc mentionner pour le mois d'août l'infrastructure pour qu'en plus derrière, on ait du vide à gérer avec des surcoûts. Ça ne peut pas être ça. Ça veut dire qu'il faut à la fois, évidemment, courir sur les nécessités à répondre pour mieux accueillir les gens. Ça oui, lorsqu'il y a un engorgement, par exemple sur le bagage, pour éviter les retards, sur ce genre de choses. Bon, sachant que
L'aéroport en question a eu un investissement de 20 millions d'euros de la collectivité pour les pistes il n'y a pas longtemps, hein, donc ça prouve bien qu'on pense y compris à cet aéroport. Mais il faut réfléchir à l'annualisation. Ça ne peut pas être simplement par la course à l'infrastructure surdimensionnée pour la saison que les choses se répondent. Parce que d'abord, nous n'aurions pas les moyens budgétairement. Il faut aussi un retour sur investissement recette pour la collectivité comme les opérateurs. Il faut que les deux marchent ensemble dans un rythme d'analyse. C'est un petit peu notre logique, mais en privilégiant évidemment la continuité, la régularité, parce que c'est ça qui nous fait assumer ces coûts. Jean-Charles Turlet, Horizon 2030, c'est l'objectif fixé par l'Europe et l'Organisation maritime internationale pour la décarbonation du secteur maritime, afin de permettre la transition vers le navire zéro émission. Quelles actions vous mettez en place pour répondre à ce défi technologique ? Alors, comme je le disais préalablement, il y a différentes réglementations européennes et internationales, du point de vue environnemental maritime. Il y a la taxe carbone et l'ETS, donc l'achat de quotas. Il y a ce qu'on appelle FuelEU maritime qui nous pousse à utiliser des énergies plus propres. Il y a aussi une notation des navires, donc le CII, qui vient noter le navire dans son intensité carbone. L'année zéro est en 2018 et 2030 la neutralité carbone. Aujourd'hui, les différents armateurs peuvent naviguer soit de manière opérationnelle et donc rendre plus sobre la navigation à travers un ralentissement de vitesse, une optimisation des remplissages, et aller vers l'investissement. Hein. Ce sont des investissements lourds. Aujourd'hui, on parle côté Corsica Ferries d'à peu près une quarantaine de projets en cours, qui va du branchement à quai jusqu'à la refonte des hélices ou encore des projets de construction de navires. C'est le panel qui s'offre à nous aujourd'hui. Ce que l'on peut dire, nous, c'est que depuis 2018 et de manière opérationnelle et à l'investissement, on note une diminution de nos consommations de l'ordre de 31%. Ce qui est un résultat considérable parce que l'Europe nous obligeait, nous poussait à réduire nos émissions au regard 2030 de l'ordre de 30%. Donc chez Corsica Ferries, l'objectif est déjà atteint comparé à 2018. La table ronde touche à sa fin. Jean-Félix Aquavive, très rapidement, donc il y a un élément d'actualité. Vous avez, avec la conseillère des transports de la région Sarde, adressé un courrier donc à l'État français et à l'État italien au sujet de la desserte entre Corse et Sardaigne, en disant qu'il y a urgence. Qu'est-ce que vous attendez des États, en quelques mots? Bon, d'abord, vous l'avez dit, c'est une situation d'urgence qui nous a fait faire ce courrier conjoint, hein, et donc la Sardaigne et la Corse ont été unies dans ce courrier. Bon, ça, c'est surtout sur la ligne Bonivasio-Santa Teresa de Gallure, hein, pas sur les autres lignes, puisque il manque un opérateur à l'appel et que vous avez un problème d'engorgement. On est passé de 7 rotations à 4. L'opérateur en question vend des billets, mais c'est l'autre qui applique sur 4 rotations. Ça crée des tensions sur les ports. On peut pas, donc il y a des risques de troubles à l'ordre public. Donc on a alerté les 2 États. Et au-delà de ça, ça démontre que lorsqu'il y a une situation d'oligopole, de monopole, on voit bien que les choses ne vont pas de soi, y compris en termes de fiabilité de desserte. Parce que on a un outil naval sur ces lignes qui est vieux, polluant, qui est coûteux, et donc il faut que les 2 régions travaillent à un système de régulation différent. Et on s'est engagé en moyen terme dans le courrier à développer différentes études, y compris de propriété d'outils navals, pour assurer la transition écologique et la baisse des prix, qui donnent ce pont maintenu entre Bonivasio et Santa Teresa. Au-delà de ça, il y a des démarches en cours avec la Sardaigne, la Toscane et la Ligurie notamment, pour créer un groupement européen de coopération sur d'autres lignes, comme je l'ai indiqué, pour faire naître cette notion de continuité territoriale transfrontalière qui prendrait sa place au milieu de l'offre privée. C'est en tout cas une volonté commune qui sort aujourd'hui, y compris du point de vue de la Sardaigne, où il y a une appétence à regarder vers nous en termes de travail. On attend des résultats concrets par rapport à l'opérateur pour débloquer la situation d'urgence. Et évidemment, on va travailler d'ici la fin d'année, comme indiqué par l'Assemblée de Corse par son vote dernièrement, à un système de priorisation des lignes maritimes et aériennes à créer dans le système pyrénéen. Voilà. Je vais vous demander à chacun un petit mot de conclusion, donc de manière concise. Pierre Moraccio. Un petit bout de conclusion. J'aimerais simplement... C'est pas une conclusion que je vais faire, c'est un rajout. Et je pense qu'il était important de rappeler, mon collègue, mon voisin de gauche, parlait des émissions de CO2, etc.
Il est bon de rappeler que Air Corsica a la flotte la plus verte d'Europe. Voilà. Un coup de chapeau à mes prédécesseurs. Ça arrive de temps en temps, on a le droit. Parce que la flotte a été entièrement renouvelée, quasiment entièrement, en tout cas 85%. Alors on n'a pas atteint les 30% de réduction dont se targue à juste titre Corsica Ferries. Enfin, nous, moins 16, c'est déjà pas mal. Voilà, donc un bel effort parce que nous sommes aussi présents dans le développement durable. C'est un axe important de notre développement et c'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Pour conclure, je dirais que dans cette phase de transition environnementale, on doit tout d'abord, si on doit parler du tourisme, se targuer que la Corse reste toujours aussi attractive et que chez Corsica Ferries, on sera toujours là pour répondre à la demande et essayer de rendre le transport toujours plus vert. Bastien. Alors, pour conclure, que dire si ce n'est que la connectivité, on voit bien qu'elle est essentielle au modèle touristique que nous voulons, le modèle touristique maîtrisé, un modèle touristique équilibré, identitaire, que l'on veut réparti sur les territoires et réparti sur l'année. Et je pense que le partenariat avec les transporteurs et les opérateurs publics eh bien, va permettre à la Corse de devenir l'île de Méditerranée la plus durablement attractive. Jean-Félix Paul. D'abord, merci pour ce débat et pour cet échange, qui même si les temps sont toujours courts, riche et je pense de qualité. Bon, il y a un danger, c'est la dotation quantité territoriale. Et sans quantité territoriale, le système peut s'effondrer en Corse, le système d'ensemble. Donc ça, on l'a indiqué, il y a une notion d'indexation qui fait l'objet d'un combat commun avec l'ensemble des opérateurs d'ici fin d'année et qui est un combat nécessaire à mener. Il y a la nécessité aussi de diversifier et d'annualiser, cela a été dit. Il serait quand même normal qu'au XXIe siècle, un jeune Corse, par exemple, sans parler de tourisme, puisse avoir à loisir la capacité d'aller à Portoferraio. J'ai attendu 45 ans pour y aller. On a un jour pour y aller. Jusqu'à l'âge de 45 ans, pendant je suis né à Bastia, je mets à Portoferraio. Il me semble qu'il suffit de regarder, montrer que c'est une insulte à notre intelligence. À 20 minutes de piste en vol, à Portoferraio 1 heure, à 45 minutes à Sardaigne, les conditions politiques d'un État ou d'une collectivité demain autonome de Corse, c'est de créer les conditions de ces connexions pour le tourisme, pour l'économie, mais aussi pour le social et pour la culture et pour l'université. Ça, c'est notre rôle à nous. Au XXIe siècle, en tout cas, il serait temps de lever les obstacles, des fois psychologiques, politiques, et bien sûr financiers et juridiques, pour arriver à faire ces sauts dans l'avenir. Voilà. Merci à vous quatre.